La sténose du canal lacrymo-nasal, étude clinique. Le diagnostic d'une sténose du canal lacrymo-nasal est facile à réaliser. Le symptôme le plus fréquemment retrouvé est un larmoiement, appelé aussi épiphorat, peut-être associé à des signes de conjonctivite chronique ou des épisodes récidivants de dacryocystite, entrant dans le cadre d'une dacryocystite chronique. L'examen clinique se base essentiellement sur un examen ophtalmologique et un examen endoscopique rhinologique. L'imagerie est aussi importante à réaliser, surtout pour le diagnostic et en préopératoire. Il s'agit du dacryoscanner. L'examen endoscopique de la fosse nasale du côté concerné par la sténose du canal lacrymo-nasal est essentiel à la recherche d'une pathologie pouvant expliquer cette atteinte du canal lacrymo-nasal, mais aussi en préopératoire, surtout si on décide de réaliser une chirurgie par voie endoscopique. L'examen ophtalmologique permet le diagnostic et est essentiel en préopératoire. Enfin, le dacryoscanner permet par une opacification des voies lacrymales de faire le diagnostic du siège de la sténose. On commence tout d'abord par l'interrogatoire. On va rechercher dans les antécédents du patient une pathologie pouvant expliquer la sténose du canal lacrymo-nasal. Il peut s'agir d'une pathologie générale, telle qu'une maladie de système. On va rechercher aussi dans les antécédents du patient les antécédents ophtalmologiques, tels qu'une chirurgie, un traumatisme oculaire, et aussi les antécédents ORL, à titre de chirurgie endonasale ou de traumatisme maxillofacial. Le tableau clinique d'une sténose du canal lacrymo-nasal ou bien de dacryosténose peut comporter l'épiphorat. Il s'agit de larmes qui s'écoulent sur la joue et non dans la fosse nasale. Les infections à titre de canaliculite, dacryocystite et parfois conjonctivite. Des surinfections peuvent survenir épisodiquement ou être quasi permanentes en cas d'une mucocèle purulente. Aussi, on peut retrouver dans les signes cliniques de patient une tuméfaction au niveau du canthus interne. À l'examen ophtalmologique, on note à l'inspection chez cette patiente un reflux purulent au niveau du point lacrymal inférieur avec des sécrétions purulentes qu'on retrouve au niveau de la rivière lacrymale inférieure. Sur cette vidéo, la pression au niveau du canthus interne chez cette patiente montre un reflux purulent au niveau du point lacrymal inférieur. Chez cette patiente, on retrouve un aspect de conjonctivite avec cellulite préceptale, avec une inflammation et un œdème palpébral supérieur et inférieur, en rapport avec une sténose du canal lacrymo-nasal, avec une dacryocystite chronique. Chez cette patiente, on voit une tuméfaction de l'angle interne du l'œil qui refoule le canthus interne en rapport avec une mucocèle chronique en rapport avec une sténose du canal lacrymo-nasal et une dilatation du sac lacrymal. L'exploration instrumentale lors de l'examen ophtalmologique a deux volets. Le premier volet est le lavage à la seringue. On utilise une seringue de 2 ml avec une canule à voie lacrymale pour vérifier la perméabilité des voies lacrymales. L'injection du sérum physiologique se fait après anesthésie locale et dilatation du point lacrymal inférieur. Chez un patient ne présentant pas de sténose du canal lacrymo-nasal, on aura une sensation de goût salé au niveau de l'oropharynx par passage direct du sérum physiologique, alors qu'en cas de sténose du canal lacrymo-nasal, on retrouve une accumulation de ce sérum au niveau des rivières lacrymales et aussi un reflux au niveau du point lacrymal contralatéral. Le deuxième volet, c'est le sondage avec une sonde 0 ou de 0,7 mm à la recherche d'un contact osseux. Ce contact osseux, si on le retrouve par cette sonde,
il permettra d'éliminer la sténose canaliculaire. Ainsi, on pourra réaliser une chirurgie endoscopique avec ouverture de la partie interne du sac lacrymal. D'autres examens peuvent être réalisés, tels que le test à la fluorécélie. On va calculer le temps de disparition de la fluorécélie et rarement ou exceptionnellement un test au technicien radioactif. L'examen rhinologique se fait par des optiques avec angulation de 30 degrés, permettent de bien explorer la fosse nasale, rechercher une pathologie ou tout obstacle au sac ou au canal lacrymonasal. Sur cette première image, on voit schématiser la bosse lacrymale, le relief de l'apophyse inciforme, le cornet moyen avec son insertion au opercule du cornet moyen et la cloison nasale. Sur cette vidéo, on trouve tout d'abord le cornet inférieur avec le méa inférieur, le cornet moyen, la cloison nasale qui est légèrement déviée, la bosse lacrymale, l'apophyse inciforme. Ici, c'est le relief de la bosse lacrymale et la bulle ethmoïdale. En préopératoire, on peut réaliser l'examen endoscopique à la recherche de déviation de la cloison nasale ou de tout obstacle gênant l'excrétion des larmes au niveau de la fosse nasale. Il s'agit ici d'une fosse nasale droite, la cloison nasale avec un pied de cloison, le cornet inférieur et en haut le cornet moyen. Rarement on peut visualiser le cornet supérieur. On va s'aider sur cette vidéo d'instrument, le décolleur, pour voir la région du méa moyen. Ici, il n'y a pas un obstacle au niveau du méa inférieur. Là, c'est la cloison nasale. Le cornet moyen avec son insertion. La bosse lacrymale. Ici siège le sac lacrymal. Et plus bas, le canal lacrymonasal. On va luxer en dedans le cornet moyen pour visualiser l'apophyse inciforme ainsi que la bulle ethmoïdale. L'apophyse inciforme avec le signe du piano lorsqu'on presse cette apophyse et la bulle ethmoïdale. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'obstacle évident au niveau endonasal. L'examen essentiel, c'est le dacryoscanner. Les objectifs de cet examen sont de préciser d'une part la morphologie de l'ensemble des voies lacrymales, préciser le siège de l'obstacle et sa cause, et évaluer l'état des cavités sinusiennes adjacentes et tout particulièrement avant une DCR par voie endoscopique. Le dacryoscanner se base sur une acquisition hélicoïdiale par coupe axiale couvrant l'ensemble du massif facial, associée à l'opacification des voies lacrymales. Cette opacification se fait par injection de produits de contraste iodés dilués au tiers. Toujours toute manipulation des voies lacrymales doit se faire après anesthésie locale, puis dilatation des points lacrymaux. Sur cette première image en reconstruction sagittale, on voit une opacification du sac lacrymal et de tout le canal lacrymonasal jusqu'au méa inférieur. Chez ce patient présentant une sténose du canal lacrymonasal, on voit bien la dilatation du sac lacrymal avec un aspect bilobé. Le dacryoscanner et le scanner nous permettent d'évaluer le rapport du sac lacrymal avec l'ethmoïde et aussi rechercher une pathologie associée ou pouvant expliquer cette sténose des voies lacrymales. Ici, il s'agit d'une
polypose naso-sinusienne, avec un comblement des deux sinus maxillaires ainsi que des cellules ethmoïdales. En conclusion, une sténose du canal lacrymo-nasal se manifeste par un larmoiement pouvant être associé à une conjonctivite traînante entrant dans le cadre d'acryocystite chronique. Le diagnostic est souvent simple, établi par l'exploration instrumentale en cas de sténose complète. L'examen rhinologique est important à réaliser en préopératoire et permet de déceler un obstacle au canal lacrymo-nasal. Le dacrus scalaire est aussi essentiel à réaliser en préopératoire. Il permet, après une injection au niveau de point lacrymal inférieur ou supérieur de produits de contraste, de déceler le siège exact de la sténose.